Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour NXT Gold Rush partie 2 qui ma foi était plutôt sympa. Alors j'en parle après 3 heures de piscine vous allez sentir que je suis un peu fatigué dans ma voix, ce qui est plutôt normal après m'être bien dépensé, ce qui en soi fait du bien. Du coup voilà, je vais essayer de bien parler de ce show avec mes souvenirs de ce matin. Bref. En tout cas, show qui dans la globalité j'ai trouvé bien, même si un point particulier m'a beaucoup dérangé. Et je reviendrai dessus en conclusion, vous comprendrez pourquoi. On commence donc avec Thea Hale contre Tiffany Stratton. Bon, c'est le match que je m'attendais en début de show. Hein. Je voyais pas un autre match débuter, à part peut-être Dragon Lee, Nathan Fraser. Mais voilà, ça me paraissait logique. Pour le titre féminin de NXT, en soi, on a eu un bon match. Hein. Honnêtement, le match entre les deux femmes était plutôt bien. J'ai pas grand chose à redire dessus, à part que des fois, les prises étaient vraiment à la limite. Je pense à ce moment où Thea Hale saute dans les cordes pour se lancer en arrière. Euh, un peu comme un splash mais sur le dos où c'était vraiment tendu quoi. On sentait que il aurait pas fallu que Tiffany soit un peu plus loin sinon la prise aurait été un peu ratée. En soi c'est quand même bien porté mais on sent qu'il y a certaines prises qui sont pas encore parfaites et en soi c'est excusable. Hein. Tahel elle a 19 ans, elle est encore en train de se former à travers ses matchs. On lui donne un très gros match et tout ce qui lui permet de se développer encore plus donc c'est très bien. Tiffany, j'ai pas eu grand chose à redire sur ce qu'elle a fait dans le match. Par contre, la fin m'a déçu. Je dois être honnête, hein, la fin m'a plutôt pas mal déçu. Sur le fait que déjà on a une victoire par roll-up de Tiffany Stratton. Alors du coup, dans cette rivalité, Tiffany Stratton aura été montrée hyper faible. Hein, elle tape dans le face-à-face contre Thea Hale. Là, elle gagne par roll-up contre Thea Hale. Alors, si Théa avait été construite comme une catcheuse vraiment très forte, je le comprendrais, mais là, c'est pas vraiment la catcheuse portrayée la plus forte du roster. Je veux dire, elle s'est quand même tapé beaucoup de défaites et a commencé à enchaîner des victoires juste avant son match de championnat. Et du coup, Tiffany Stratton, elle est quasiment invincible depuis qu'elle arrive à NXT. Donc, je me dis, ok, la meuf, elle a battu des gens quand même très fort, portrait très fort dans le roster, et là, elle galère contre Thea Hale. Et encore une fois, je dis pas que Thea Hale est nul, hein, mais je veux dire, sur la façon dont les puissances, les, c'est montré, Thea Hale, elle est pas censée être au niveau, je sais pas, d'une Lyra Valkyria, par exemple, quoi. Bref. Donc victoire sur une roll-up de Tiffany, je trouve ça pas dingue dingue. En plus sa victoire elle est pas folle parce que Thea Hale va réussir à placer sa Kimura Lock, sauf que Dempsey et Gulak vont distraire l'arbitre contre leur gré. Non, même pas contre leur gré, oui, parce qu'ils ont plusieurs fois tenté de donner des conseils à Thea Hale, sauf qu'à un moment donné, c'est Dempsey qui va retirer la corde pour que Tiffany ne puisse pas l'attraper. Et ça fait que l'arbitre a commencé à les engueuler. Du coup, Tahel a placé sa Kimura Lock. Tiffany a abandonné direct, quoi. Même pas de tentative de résister, elle a abandonné direct. Mais l'arbitre avait le dos tourné. Et ensuite, Théa, comme elle voit qu'il se passe rien, elle se relève, elle se prend une roll-up. Et puis là, 1, 2, 3, terminé. Bref. C'est dommage parce que le match était vraiment bien et on termine sur un finish que j'ai trouvé vraiment pas dingue du tout et ça m'a plutôt déçu. Ensuite, on continue avec Gallus contre Malik Blade et Edris Enofe. Match sympa pour les titres par équipe. Petit botch de Edris Enofe, à un moment donné, il devait marcher sur le dos de Joe Coffey, sûrement pour un dropkick ou un coup de bélier sur Wolfgang, sauf qu'il a glissé sur le dos de son adversaire, ce qui fait que voilà, il est plus ou moins tombé en avant. Il y a Wolfgang qui a quand même vendu la chose, c'était un peu bizarre. Mais en soi, le match, il était quand même moyen.
il était moyen parce que bon bah Gallus ils font ce qu'ils font habituellement mais ils sont pas hyper divertissants. Et Malik Blade et Idriss Enofe habituellement ils nous font de la super voltige et tout. Et là bah ils ont pas fait grand chose dans ce sens là quoi. Ils ont pas été hyper divertissants. Ils ont quand même fait le taf. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient pas aussi fous que d'habitude. Et honnêtement, vu comment on est parti, je suis quasiment sûr que c'est les Lotarios, Humberto Carrillo et Angel Garza qui vont prendre les titres à Gallus. J'en suis quasiment sûr. On en reparlera sûrement lors du PLE qui a lieu au mois de juillet. Mais je suis quasiment sûr que c'est eux qui vont récupérer les titres par équipe. Et en plus, victoire de Gallus comme d'habitude, hein, avec une sorte de triche et tout, puisque Gallus va réussir à placer son finisher après que Stax ait attaqué Idriss Enofe au lieu de Joe Coffey. Et du coup, on comprend plus tard pourquoi Stax a fait ça, tout simplement parce que on voit à un moment donné Tony D'Angelo en prison. Et en fait, c'est Joe Coffey qui vient le voir, qui lui fait écouter un audio qui nous fait comprendre que Stax en a marre d'être le larbin de Tony D'Angelo, qui veut être le boss, et qu'il a décidé de trahir, du coup, Idriss Enofe. Donc voilà un petit peu pour le cas. Euh, Franchement, voilà, c'était bien mais décevant. J'aurais préféré qu'ils fassent mieux que ça, parce qu'ils avaient clairement la capacité de faire beaucoup mieux que ça. Donc, ensuite, nous avons eu Dragon Lee contre Nathan Fraser, qui était un excellent match. Après la déception de Gallus contre Malik Blade et Idriss Enofe, ça fait du bien, même si l'histoire autour de Stax est plutôt intéressante et me donne très envie de voir l'épisode de la semaine prochaine pour comprendre les motivations de Stax. Mais en tout cas, en in-ring, c'était pas top. Que là, waouh, c'est incroyable. Franchement, c'est peut-être mon match préféré de la soirée. Alors, le main event était incroyable, mais on va dire qu'en termes de style de catch, bah là ici c'est plus ma cam. Et en vrai, j'aime bien les matchs Heritage Cup, parce que déjà ça donne de l'importance à la coupe. C'est pas juste comme si Noam Dar est arrivé avec la coupe en mode regardez la coupe, voilà, j'étais le dernier champion de la coupe et puis voilà, je me promène avec. Non, on lui donne quand même une importance et ça je trouve ça cool. On donne des très bons matchs. En plus, ça donne un petit côté stipulation tout en ayant quand même une sorte de match classique. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec l'Heritage Cup. C'est que en soi, on a des matchs simples, classiques, comme je disais, mais avec une sorte de petite stipulation avec ces petits rounds et tout. Et avoir ça dans un show hebdomadaire, bah, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc franchement, avoir ramené la coupe avec Noam Dar, c'était une bonne idée, même si j'espère que Noam Dar va pas forcément récupérer la coupe, mais avoir une bonne écriture avec le temps. Bref. En tout cas, sur le premier round, on a Axiom qui va venir observer le match. On a Reggie qui va venir le chercher, ils vont retourner en coulisses, hein, parce qu'après on les revoit pas. Et on sent que voilà, Axiom va sûrement se lancer dans la course à la coupe. Surtout que c'est très intéressant puisque Axiom est le tout premier à avoir détenu l'Heritage Cup. Alors à l'époque, il s'appelait A-Kid à NXT UK, mais c'est clairement lui qui a eu la coupe en tout premier. Donc c'est plutôt intéressant de voir le tout premier champion vouloir retourner vers la coupe, en sachant qu'on a eu Noam Dar. Il manquerait plus que Tyler Bate, parce que du coup, à NXT UK, du coup, c'est Axiom, Tyler Bate et Noam Dar qui ont eu la coupe. Donc Tyler Bate est encore là. Il pourrait peut-être faire un petit match pour la coupe, histoire de dire, voilà, Nathan Fraser aurait pu battre tous ceux qui ont détenu la coupe. Ce serait hyper intéressant. Mais bon, on n'en est pas encore là. En tout cas, sur le round 1, on a un très bon match, très cool. Mais il n'y a pas de point de marqué. Sur le round 2, alors vous allez peut-être entendre des bruits bizarres au niveau de ma bouche de temps en temps, mais comme hier soir je me suis cassé une dent au sport, bah, du coup ça me perturbe un peu et voilà, c'est pas important mais voilà. Sur le round 2, du coup, Nathan Fraser va retourner un ciseau de tête qu'il va recevoir en petit paquet afin de marquer son premier point.
Déjà, ce qui se passait était hyper intéressant, mais alors ça, c'était incroyable. Il se prend un ciseau de tête alors qu'il est sur la deuxième ou troisième corde, et il arrive quand même à retourner la chose en petit paquet. Franchement, c'était incroyable à regarder. Ensuite, sur le round 3, pareil, le match en soi, il est sympa et tout. Et là, t'as Dragon Lee qui part en sorte de tomber, puis d'un coup, il ressoulève. Nathan Fraser, il part en powerbomb. C'était magnifique, franchement magnifique. Et Dragon Lee remporte son point comme ça. Et quatrième round, c'est Nathan Fraser, du coup, qui va l'emporter. Alors, le quatrième round, je suis un peu moins fan, parce que globalement, la fin du round 4, c'est des enchaînements de petits paquets. C'est hop là, je te fais un petit paquet, non, ça passe pas. Je fais un petit paquet, ah, t'as pas l'épaule correctement sur le sol. Ah, j'ai pu surfer un petit paquet. Et au final, c'est quand même Nathan Fraser qui va réussir le petit paquet final. Bon, ça, j'ai trouvé un peu moins bien. Mais en plus, le fait qu'ils réussissent le tomber à une seconde de la fin du round 4, franchement, tout était cool. Au final, on retient le match au complet qui était incroyable. Et j'ai envie de le noter comme ça, mais j'ai adoré le style de Valentina Feroz. C'est juste une mention comme ça, parce que je m'intéresse beaucoup à la mode, j'aime beaucoup la mode, et j'ai beaucoup aimé du coup le style de Valentina Feroz. Ensuite, on a Kiana James contre Gigi Dolin qui fait un match plutôt bon. Franchement, on a eu un bon match. On a quand même Gigi Dolin qui va l'emporter avec son finisher après avoir esquivé une gruge. Kiana James qui a voulu utiliser son sac à main. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que les arbitres interdisent son sac à main. Et du coup, elle s'est pris le finisher de Gigi Dolin qui est trop bien. J'adore le finisher de Gigi Dolin. Voilà, donc il gagne clean. Après match, Gigi va se faire. Attends, j'ai mis quoi? Gigi agresse Gigi. Alors je crois qu'elle aurait du mal à s'agresser toute seule. Mais Kiana James agresse Gigi Dolin et va lui verser de la peinture orange et bleue dessus. Bon, alors ça, je suis pas fan hein, quand on gaspille des trucs comme ça. Mais bon, en tout cas, ça veut dire que la rivalité est pas finie, que ça va augmenter et qu'on aura peut-être des choses un peu plus stiff. Parce que c'est vrai que j'ai vu la vidéo de Total Catch ce matin. Après avoir regardé le show, je regarde toujours la vidéo de Total Catch après avoir soit enregistré la vidéo, soit avoir vu le show, mais dans tous les cas j'ai vu le show, parce que je peux pas l'enregistrer sans avoir vu. Parce que j'aime bien voir également son avis, hein, ce qui va pas changer ce que moi j'ai pensé, mais j'aime bien voir l'avis de quelqu'un d'autre. Et comme c'est le seul hôte que je connais qui parle de NXT, ben voilà. Et c'est vrai que je suis d'accord sur le fait que Gigi Dolin, bah, je la trouve lente aussi. Alors c'est vrai que j'ai pas fait forcément attention au fait que les autres avaient un style beaucoup plus rapide, mais c'est vrai que Gigi me paraissait lente par rapport aux autres, ce qui fait qu'effectivement c'est pas une mauvaise catcheuse, elle travaille très bien, moi j'adore Gigi Dolin, mais c'est vrai que bah, quand elle est avec quelqu'un qui est dans le même rythme qu'elle, elle est incroyable. Et c'est vrai que quand elle est quelqu'un d'un peu plus, avec un style plus rapide, c'est vrai on a l'impression qu'elle est un peu à la traîne, ce qui n'est pas forcément le cas. On a un peu cette impression et ça fait un peu bizarre. Du coup, c'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que Gigi Dolin est vraiment incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir la suite de leur histoire parce que Kiana James est également une catcheuse que j'aime énormément. Ensuite, on fait le main event, Carmelo Hayes contre Baron Corbin pour le titre de NXT. Alors j'ai beaucoup aimé l'entrée de Carmelo Hayes. Alors je vais pas parler de l'entrée de Baron Corbin pour la simple et bonne raison que Baron Corbin, quand je l'ai découvert, c'était à l'époque où il versait du pâté pour chien sur Roman Reigns. Donc dites-vous que j'ai pas découvert Baron Corbin de la meilleure des manières, surtout qu'après on est parti sur Happy Corbin, toutes ces conneries là. Donc on va dire que j'ai jamais connu la phase de Lone Wolf ou je sais pas quoi là. Moi j'ai pas connu cette période là. Alors les gens forcément qui connaissent bien Baron Corbin depuis le début de sa carrière, franchement ils étaient dingues. Apparemment, ce que je comprends, il avait la même tenue qu'avant, la même musique et tout. Bon, de toute façon, c'est la musique, j'avais remarqué que c'était pas la même. D'ailleurs, en parlant de musique, ils ont changé la musique de Dragon Lee, ça m'a perturbé. Parce que je trouve que Dragon Lee a un des meilleurs thèmes d'entrée de la WWE. Et j'ai pas compris pourquoi ils l'ont changé. Parce que son thème il est juste incroyable. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et du coup, voilà, moi c'est pour ça. Je peux pas trop parler du cas de l'entrée de Baron Corbin. Parce que ben, voilà, j'ai pas connu Baron Corbin de cette époque-là. En ce qui concerne Carmelo Hayes, en général, habituellement, dans les matchs de championnat, on a Trick Williams qui vient, qui fait l'état des grands événements qu'il y a eu
dans la ville où ils sont. Et là, il n'y a même pas eu forcément Trick Williams. Au début, il y a eu un grand fondu en noir, et puis là, d'un coup, tu avais juste une sorte de t-shirt avec la tête de Baron Corbin et une cible. C'était trop bien. Carmelo Hayes qui arrive, pareil avec le t-shirt, exactement la même chose, la tête de Baron Corbin avec, enfin, pas une cible, mais un viseur dessus. C'était trop bien, franchement j'ai adoré l'entrée de Carmelo Hayes. Le match en lui-même il était excellent, le match il était excellent. Pour moi qui en soi ne suis pas fan du tout de Baron Corbin, bah, je l'ai trouvé excellent. Voilà, moi je suis, en plus je suis pas, je veux dire il y a des catcheurs où je pourrais essayer d'être de mauvaise foi, où je pourrais dire oui mais comme lui je l'adore, voilà, parce que en général quand on adore des gens, bah, on rentre un peu plus dans le match, on aime un peu plus que quand il y a des catcheurs qu'on n'aime pas. Et bon, Baron Corbin, c'est pas que j'aime pas la personne, c'est juste que bah, je l'ai jamais vu dans des belles rivalités, quoi. Je l'ai vu dans la fin avec Roman Reigns où il versait du pâté pour chien l'un sur l'autre. Après, bon, il y a eu les rivalités, enfin son équipe avec Madcap Moss. Et après, ils sont rentrés en moitié rivalité avec bah, Drew McIntyre et tout. Enfin bref. En fait, Baron Corbin, je l'ai jamais connu dans des trucs intéressants et du coup, bah, j'ai jamais été fan de Baron Corbin. Et ce qui fait que pour moi, qui n'ai jamais été fan de lui, que je dise qu'il a été excellent aujourd'hui, bah, c'est qu'il a dépassé les attentes que j'avais, quoi. Il a été absolument incroyable. Je le dis pas forcément pour Carmelo Hayes, parce que Carmelo Hayes, c'est un de mes chouchous d'NXT, il est juste incroyable à chaque fois. Et là, encore une fois, il a été absolument incroyable. Et les deux ont fait un main event de folie, hein. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ça dans un vrai PLE et dans un petit truc thématique. Parce que en vrai, ça c'est clairement un match qui mérite de faire le main event d'un PLE, hein, très clairement, hein. Franchement, là tu mets les deux mecs là dans un PLE même du roster principal, mais ça fonctionne parfaitement, quoi. Les deux, ils sont nickel, hein. Donc voilà, j'avais juste envie de préciser ça, que Baron Corbin a été excellent à mes yeux, alors que je suis pas réellement fan de lui. Euh, on peut noter aussi que j'ai hâte de voir qui sera le prochain challenger de Carmelo Hayes, et également savoir ce qui va se passer pour l'avenir pour Baron Corbin. Est-ce qu'ils vont continuer dans le roster principal à aussi bien le construire que pendant les 3-4 semaines où il est venu à NXT, ou est-ce qu'ils vont recommencer à mal l'utiliser? Parce que là, quand même, les gens, ils ont vu que Baron Corbin est capable de faire des perfs de fou. Donc, même si je suis pas fan de Baron Corbin, j'espère quand même qu'il sera bien traité dans le roster principal lors de son retour. Voilà, après Money in the Bank, forcément. Donc, on va conclure ici. Donc, d'abord avec la preview. Donc, la semaine prochaine, Eddie Thorpe contre Damon Kemp sur NXT Underground. On va voir ce que ça donne, hein. Roxanne Perez contre Blair Davenport. Alors ça, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que Roxanne Perez, elle est géniale. Et Blair Davenport, j'attends que ça de la voir contre quelqu'un qui a de l'expérience pour voir de quoi elle est capable. Parce que je trouve qu'elle est, pardon, ultra charismatique. Genre, les petites vignettes qu'elle fait à chaque fois, elles sont géniales. Franchement, la petite vignette où elle était là sur le parking en mode j'ai cassé le genou à machin ici, j'ai cassé machin le genou là-bas, j'ai cassé le. Franchement, j'ai adoré, elle était géniale. Mais malheureusement, bah, dans les matchs qu'elle a fait, pour l'instant, elle a affronté que des gens où elle a plus ou moins squashé, quoi. C'est pas vraiment des real squash, mais franchement, elle les a dominés comme il n'y a pas. Donc j'ai vraiment envie de la voir en difficulté contre quelqu'un qui a de l'expérience aussi comme elle. Bref, j'ai hâte de voir ce match. Peut-être le match que j'attends le plus de la semaine prochaine avec un autre. Ensuite, on a les Creed Brothers contre Dyad, où l'équipe qui perd quitte NXT. Il y a de grandes chances que ce soit Dyad. Faut pas, comme on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais il y a de grandes chances que ça sonne le clap de fin pour Dyad. Ce qui serait un peu triste, hein, parce que en vrai, ils font des belles perfs, hein. C'est vrai que bon, Schism, je suis pas hyper fan du clan, mais je trouve que tous à l'intérieur, ils ont vraiment quelque chose de cool. Ils font tous des bonnes perfs. Avarain plus au micro ou dans son personnage que sur le ring, mais en même temps c'est normal, hein, faut qu'elle évolue, et puis on l'a pas vu faire suffisamment de choses pour vraiment juger son catch. Et ensuite on aura Mustafa Ali contre Tyler Bates, ça aussi, hâte de voir ça, hâte de voir ce que Braun Breaker va faire la semaine prochaine, parce que le mec a pété un câble dans le bureau de Shawn Michaels, et apparemment on comprendra mieux la semaine prochaine pourquoi il a pété un câble. On a eu Rhea Ripley
Rhea Ripley qui s'est ramené comme ça à NXT. Allez, vas-y, ramène-toi, on va rien te dire. Parce que Rhea Ripley est venu avertir Carmelo Hayes sur le fait qu'il n'avait pas à intervenir comme ça à Raw, qu'il n'aurait pas dû se mêler des affaires du Judgment Day. Donc après, est-ce qu'il y aura des suites, hein? Pourquoi pas un Carmelo Hayes Finn Balor ou Carmelo Hayes Damien Priest ou même Dominique Mysterio, hein. Ce serait marrant de voir Dodo à NXT. Mais voilà, Rhea Ripley était là. Après, elle est venue se foutre de la gueule de Jessie Jane qui s'était pris une droite par Lyra Valkyria. Donc voilà, c'était cool de voir Rhea Ripley parce que vraiment, tu sens la différence entre Rhea Ripley et les catcheuses de NXT. Tu sens que Rhea Ripley, elle a vraiment le star power. Contrairement aux femmes d'NXT, franchement, je les adore, hein, les filles à NXT. Mais quand tu vois Rhea Ripley à côté, tu dis, ouais, il y a quand même encore un peu de chemin à faire et de travail à faire sur les filles d'NXT aujourd'hui. Même si elles sont quand même excellentes en fait, elles sont excellentes en in-ring, mais il manque un truc encore sur le travail des personnages et tout. Mais sinon, voilà. Et du coup, j'en reviens à mon gros problème de cet épisode, c'est que comme vous le savez, moi je peux pas voir l'épisode en direct. J'ai pas la télé ou quoi que ce soit, je sais même pas de toute façon comment on pourrait regarder NXT à la télé. Mais du coup, moi je le regarde sur le WWE Network. Et du coup, déjà pour ça, il faut que j'attende le jeudi. C'est pour ça que mes vidéos sortent le jeudi ou le vendredi en général. Et en plus de ça, eh ben, eh ben comme vous le savez, qu'est-ce que je voulais dire? On peut le regarder à la base qu'en anglais. Alors il y a d'autres langues, mais à la base je le regarde en anglais. Mon anglais qui est pas forcément parfait, mais j'arrive plus ou moins à comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, allez savoir pourquoi, les épisodes étaient en espagnol. Doublés en espagnol. Et vraiment, il n'y avait que ça. Espagnol, portugais et chinois ou japonais. Je pense plus japonais par rapport au catch. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Je me suis dit, je n'ai pas accès au show en version anglaise. Et du coup, j'ai essayé de regarder dans les options. Il n'y avait rien dans les options. J'ai essayé de me connecter avec mon ordi. Je me suis dit, peut-être que je me connecte sur l'ordi. Parce qu'en général, je le regarde sur ma PS4. Je me dis, si je le regarde sur l'ordi, peut-être que ça va marcher. Sur ordi, pareil. J'avais pas accès à la version anglaise. J'avais accès que à la version espagnole, portugaise ou japonaise. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je n'avais pas accès à la version anglaise. Sauf que le problème, c'est que bah, en gros, ça, je sais pas si vous avez déjà vu Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay. Moi, j'adore Cauchemar en cuisine. Bon, plus avec Philippe Etchebest, mais j'aime beaucoup également Gordon Ramsay. Il a des épisodes qui sont iconiques. Mais le problème, c'est que, en gros, ça fait un peu la même chose. C'est que t'as, par exemple, Gordon Ramsay qui parle, et au-dessus, t'as la voix française qui parle. Et du coup, bah, t'es là en train de suivre les deux voix en même temps, essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, en général, comme c'est de l'anglais et du français, bah, j'arrive à suivre parce que la voix, bah, le français, je le comprends. L'anglais, je comprends à peu près, donc ça va. Mon cerveau arrive à faire la différence, à juste se concentrer sur la voix française. Mais le problème, c'est que là, on a la même chose, mais soit en espagnol, soit en portugais, soit en japonais. Le problème, c'est que je ne maîtrise aucune de ces trois langues. Comme je disais déjà, l'anglais, bah, je suis pas excellent, mais si en plus tu rajoutes une langue par-dessus, ce qui fait que l'anglais devient extrêmement bas, donc il faut se concentrer vraiment sur l'anglais. C'était un enfer de regarder cet épisode. Enfin, un enfer sur les choses comme ça. Parce qu'après, en match, les commentateurs parlaient beaucoup moins. Donc les matchs, franchement, j'ai pu les suivre tranquillement. Par contre, en dehors des matchs, franchement, ouais, c'était un enfer à suivre, hein. Les mecs qui parlent en espagnol, après je l'ai mis en japonais, je me suis dit peut-être que les japonais ils vont parler moins que les espagnols. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait non, c'est pas qu'ils parlaient plus, c'est juste qu'ils traduisaient absolument tout ce qui se disait en anglais pour leur public. Et là je me suis dit, ouais bah ok, je suis dans la merde, je suis obligé de laisser comme ça, et puis bon bah voilà, c'est des choses qui arrivent, je sais pas pourquoi je pouvais pas regarder en anglais. Si quelqu'un sait pourquoi le network il a bugué et que j'avais pas accès à la version anglaise, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, voilà. Ça m'a pas empêché de kiffer les matchs, hein. On a eu quand même des très bons matchs et tout, j'ai adoré. Mais sur tout ce qui est vignette et tout, bah avoir les commentaires d'une langue
que je comprends pas spécialement et qu'en plus cachait beaucoup l'anglais que je peux à peu près y comprendre, bah, ça m'a un peu saoulé quand même. Mais sinon, voilà, ça reste quand même un très bon show. Bref, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous connaissez un moyen de régler ce problème ou si vous l'avez vécu, n'hésitez pas à me le dire également. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un NXT un peu plus classique, non thématique. Voilà, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour aller 2 sorties pendant la semaine. Ça fait un petit moment que j'ai rien mis, mais là cette semaine, je vais faire l'effort de reprendre ça. Et sinon, c'est une bonne journée, bonne soirée. Ciao les Acalypsiens.